bonjour, merci de votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir ici donc, au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3 pour vous présenter, je dirais, un point, on pourrait appeler un point d'étape finalement, puisqu'il y a déjà maintenant 4 ans presque, nous avions organisé ici même une conférence de presse au moment où nous nous lancions vraiment dans les mondes virtuels, à une époque d'ailleurs où on parlait beaucoup de virus de la grippe qui risquait de faire fermer nos amphithéâtres et où donc nous envisagions éventuellement, avec une certaine inquiétude quand même, si on avait dû le mettre en place de manière généralisée, de pouvoir accueillir nos étudiants dans des amphithéâtres virtuels que nous commencions simplement à construire à cette époque-là. Alors, je disais point d'étape car nous avons beaucoup évolué, je vais en dire quelques mots ici, et nous avons aujourd'hui plus que des expériences, véritablement quand même un retour à faire sur quelque chose qui commence à ressembler à un modèle d'utilisation des mondes virtuels en pédagogie et notamment dans le cadre universitaire, mais point d'étape car il y a aussi des projets d'avenir en la matière et c'est ce dont nous parlerons dans un second temps. Je le disais il y a quelques années, voilà, le travail de la faculté de droit à l'université Jean Moulin Lyon 3, c'était celui-ci des constructions qui nous semblaient déjà importantes à l'époque et qui pourtant étaient relativement rudimentaires mais qui nous avaient permis de commencer à travailler en pédagogie dans les mondes virtuels. On a évolué, nous en sommes arrivés à cela. Aujourd'hui, voilà ce qu'est un peu le campus que nous avons dans les mondes virtuels. Vous reconnaîtrez au premier temps le bâtiment dans lequel nous nous situons actuellement. Donc ce campus évidemment nous permet de mener des activités concrètes que je vais vous présenter ici. Il nous permet également d'accueillir d'autres institutions, d'autres partenaires que je vais également évoquer. Alors, est présent sur cet environnement, sur ce monde virtuel, l'université Lyon 3, avec son bâtiment emblématique du 15 quai Bernard. Est également présente l'université d'Antilles-Guyane pour des raisons personnelles au départ de rencontre d'un collègue de cette université intéressé par l'utilisation des mondes virtuels et il nous a semblé important de pouvoir lui ménager une place car il est difficile dans une université de convaincre ses services informatiques, financiers, je le dis souvent, mais demander à un agent comptable d'une université d'acheter une mine avec une carte bleue en Linden dollar, c'est un moyen de le faire mourir assez rapidement, voire instantanément. Donc, l'université d'Antilles-Guyane, à travers ce collègue Jérôme Guerloté, professeur de biologie, mène un travail, ses étudiants présentent des exposés et ça a été récemment l'occasion également de nous rendre compte que nous étions capables aujourd'hui de faire plus que de l'expérience, mais je vais y revenir tout de suite après. Nous accueillons également, et elle est physiquement représentée aujourd'hui à travers le professeur Samuel Ducrot-Henry, l'Université du Québec, l'UQAT plus précisément, qui dispose de son bâtiment, vous voyez, permis dans une forêt d'érable, qui permet également, et bien là encore, de travailler, et Samuel Ducrot-Henry on dira quelques mots bien sûr tout à l'heure, mais travaille elle sur le serious gaming. Donc nous sommes ici dans un environnement qui regroupe des universités de différents horizons et des disciplines également différentes. C'est encore plus facile à faire dans un monde virtuel. Nous avons aussi des institutions, le Palais de justice de Lyon, monument emblématique de Lyon, donc une volonté de le reconstituer, mais un intérêt évidemment, un palais de justice pour une faculté de droit, ce n'est pas anodin et nous nous en sommes servis dans le cadre de la simulation de procès que nous venons de réaliser. Pour cette simulation, il nous a fallu également un commissariat de police, donc nous disposons d'un commissariat de police qui nous a également servi dans cette simulation du procès. Alors, vous comprenez, je commence à évoquer là les activités que nous menons dans les mondes virtuels.
ces activités peuvent être menées grâce tout d'abord à des acteurs. Voilà l'équipe resserrée, ceux qui sont les plus actifs ici. Alors, je les cite rapidement. Thierry Merlin, que l'on voit avec son avatar à chaque fois, en haut à gauche, Thierry est présent ici, je tiens à le remercier largement car c'est lui qui construit tout ce qui est là. C'est une contrainte évidemment très forte de pouvoir construire des mondes virtuels et une compétence importante que nous avons grâce à lui. Je continue, Stéphanie Régnier, Valérie Martel, nos ingénieurs pédagogiques ici au Centre Droit et Nouvelles Technologies, qui chacune désormais possède leur avatar pédagogique lui aussi, qui pilote les étudiants, mais aussi les intervenants dans ces activités, ces formations qui se déroulent en immersion. Bon, le suivant, je ne le présente pas, il est en train de parler devant vous. Et puis, sur la dernière ligne, Samuel Ducrot-Henry et Jean-Paul Moirot, également ici présents, qui sont grandement, je vais dire, aussi des têtes pensantes et théorisantes de tout ce que nous faisons dans les mondes virtuels. En effet, nous ne faisons pas forcément que des activités, on fait aussi de la recherche. Nous sommes une faculté de droit, donc très rapidement, il nous est apparu important, intéressant de s'intéresser au droit appliqué au monde virtuel. Et nous avons tenu hier la 3e édition du colloque sur le droit dans les mondes virtuels. Vous avez devant vous la publication des 2 premiers colloques, les actes des 2 premiers colloques, droit et philosophie et droit et économie. Et hier, nous avons travaillé sur droit et justice dans les mondes virtuels. Voilà pour le volet recherche. Le volet activité maintenant. Première activité qui est la plus ancienne dans notre espace désormais, puisque c'est désormais depuis 3 ans, 3 promotions d'étudiants ont suivi le cours de maître Doba Carré, avocate au barreau de Montréal et également enseignante et chercheur à l'Université de Montréal, qui donne un cours d'ouverture de droit des affaires canadiens et québécois, enseigné en immersion dans les mondes virtuels. C'est une promotion d'une 50aine d'étudiants qui suit effectivement le cours chaque année. C'est un cours qui est ouvert librement, gratuitement surtout, aux étudiants qui ont un niveau master en droit. On demande quand même un certain niveau parce qu'il faut avoir une connaissance du système juridique en général et des principes juridiques pour pouvoir suivre efficacement le contenu de cet enseignement. Et ce cours donne lieu à la délivrance d'un certificat qui atteste doublement une compétence juridique en droit des affaires canadiens et québécois, mais également une compétence de travail en immersion dans un monde virtuel. Donc c'est vraiment l'originalité de ce certificat et nous remettrons d'ici une vingtaine de minutes dans l'amphithéâtre que vous voyez à l'image et qui est l'amphithéâtre réel qui est juste en dessous de nous, leur certificat aux étudiants qui seront pour certains présents dans l'amphithéâtre ici tout à l'heure et d'autres présents dans l'amphithéâtre dans le monde virtuel, puisque nous avons des étudiants étrangers, des étudiants africains notamment dans ce groupe. Je disais à l'Université d'Antilles-Guyane, le collègue Jérôme Guerloté, professeur de biologie, qui a voulu travailler dans les mondes virtuels avec nous, s'est trouvé récemment confronté à une situation d'urgence dans son université. L'Université d'Antilles-Guyane a connu il y a maintenant quelques semaines une pollution inconnue qui a conduit à la présidence de l'université, le préfet également, a décidé de la fermeture du campus, car la pollution était non identifiée, avait causé des malaises sur les personnels et les étudiants de l'université. Eh bien, nous avons été contactés très rapidement par notre collègue qui a dit, voilà, on ne peut plus faire cours, je suis le seul à pouvoir continuer à donner mes cours, car je peux poursuivre mes activités dans les mondes virtuels. Nous avons là pris conscience que nous étions capables désormais de faire plus que de l'expérience, parce qu'en quelques jours, nous avons pu former d'une certaine manière son groupe d'étudiants, leur donner les éléments nécessaires et proposer une séquence de cours. Un cours complet s'est déroulé, il a fait plus de 2 heures de cours magistral, devant évidemment une partie limitée de ses étudiants, moins pour des problèmes d'ailleurs d'accès au monde virtuel que une propension à l'étudiant à se dire après tout l'université est fermée, c'est les vacances,
profitons-en un petit peu. Mais bon, un groupe d'étudiants particulièrement motivés ont été présents et bon, pour des raisons d'égalité entre étudiants, il a décidé de faire plus une séquence de révision du cours que de traiter de nouveaux points. Mais nous avons suivi ce cours de biologie, auquel nous n'avons pas compris grand-chose, mais nous avons pu le suivre en tout cas efficacement. Donc ça a validé ce modèle, une capacité à amener les gens rapidement, sans formation lourde, sans ingénierie coûteuse, et une capacité à suivre efficacement une formation dans cet environnement-là. Donc ça a été un test ici particulièrement efficace. Et puis bien sûr, notre simulation de procès en immersion, c'était une idée que nous avions dès le départ, nous l'avions évoquée très rapidement, on s'est aussi très rapidement rendu compte qu'il fallait quand même une certaine expérience dans les mondes virtuels pour mener efficacement cette simulation. Nous y sommes parvenus cette année. Alors, on tient à vous montrer ce que ça a été de manière un petit peu plus vivante que cela. Donc, on vous propose ici de regarder une courte vidéo de 6 minutes qui reprend ce qui s'est passé dans cette simulation de procès pénal qui a eu lieu, je le précise, avec les étudiants de l'école de droit de Lyon. L'école de droit de Lyon, c'est une formation de la faculté de droit pour des étudiants qui obtiennent un diplôme qui s'appelle professionnel du droit. Donc, ces étudiants vont vers des professions juridiques et judiciaires, et c'est une formation où on a un groupe, une formation sélective, où une trentaine d'étudiants qui se déroule entièrement en e-learning. Donc là, nous avions un profil d'étudiants particulièrement bien ciblé pour cette activité-là. Cependant, nous avions constaté la dernière fois que les traces n'étaient pas des traces d'usure normale. Qu'est-ce que vous appelez, l'usure normale là, c'est là où je pense qu'on peut pas être d'accord. Moi, je sais que je suis rentrée dans... J'ai pas eu d'accident. Moi, en ma qualité de conseil, vous savez, je suis là pour vous représenter et je dois quand même attirer votre attention sur les enjeux à la fois financiers, mais aussi sur les répercussions pénales qui peuvent être attachées à votre dossier. Que lui, il a découvert en fait les rayures, mais cela ne veut pas forcément dire que les rayures ont été occasionnées à ce jour, puisque Madame P nous
nous envoie la preuve qu'elle était aux États-Unis du 25 mai au 8 juin. Le parquet en conclut que Madame P est l'auteur de ce dommage sur la voiture de Monsieur T durant le mois de mai, mais que Monsieur T ne l'a découvert qu'au mois de juin, le 1er juin. Je tiens juste à rappeler que la convocation qui fait que Madame P est ici ne parle que du mois de juin 2010. Chaque OPJ a sa façon de mener les choses. Généralement, pour que ça se passe bien, on accueille les gens le plus correctement possible. Ça sert à rien d'être désagréable, ça ne ferait que crisper l'interlocuteur. Donc je me présente, je suis mademoiselle Tiffer, officier de police judiciaire à la brigade de accidents et délits routiers de Lyon. Je viens donc seconder ma stagiaire. La première chose, c'est de commencer par se présenter quand on accueille quelqu'un dans un commissariat. Le fait de venir dans un commissariat n'est pas forcément anodin et ça peut être un peu perturbant. Donc voilà, dire qu'il... L'objectif de cet entretien, c'est d'évaluer si ce que nous dit la cliente est ou non compatible avec les pièces du dossier en notre possession. Si c'est plausible, si c'est vraisemblable. Et se pose la question fatalement de notre conviction. C'est quand même très très flou ce mois de juin 2010. C'est pas très précis du tout. Bah, du coup, ils ont rien mis d'autre. Alors pendant tout l'interrogatoire, on m'a tout le temps parlé du 1er juin, date à laquelle mon voisin apparemment a constaté les dégâts. Voilà, c'est toute la difficulté de l'avocat. Bien sûr que nous sommes juristes, mais nous ne sommes pas que juristes. Et parfois nous ne devons pas être trop juristes. Parce que si nous avons une vue uniquement juridique de la situation, le client pourra ne pas nous comprendre, ou en tout cas, ou même ne pourra pas adhérer à ce que nous lui proposons. En général, donc on interroge d'abord le prévenu sur son curriculum vitae, date de naissance, etc., profession, et puis on relit toujours l'incrimination. Vous êtes prévenu d'avoir A, le, etc. Bonjour, alors nous allons commencer donc avec l'affaire concernant Madame P. Est-ce que Madame P peut s'avancer, s'il vous plaît ? Bonjour Madame, alors est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom, votre prénom ? Et tous les participants à cette audience qui se sont fort bien débrouillés, notamment dès le début, lorsque le président d'audience a indiqué à Madame P qu'elle devait s'avancer, lui a demandé de décliner son identité, une toute petite omission, le casier judiciaire, mais tout le reste était très bien. Voilà. Donc vous avez vu une simulation qui s'est déroulée avec des experts, avec des magistrats, des avocats, officiers de police qui étaient présents avant dans un contexte réel, qui expliquaient ce qui se passe, qui étaient présents pendant la simulation pour observer les comportements et ensuite pour débriefer avec les étudiants. On a vraiment avec cela un exemple assez poussé déjà de pédagogie immersive et je passe ici la parole à Jean-Paul Moirot pour qu'il nous dise quelques mots, bien sûr, parce qu'on vient de faire une matinée entière là-dessus, donc je vais lui donner 2 minutes pour dire quelques mots sur cette pédagogie immersive. Oui, alors ce que vous venez de voir, c'est le fruit d'un lent processus de construction qui est le résultat d'une acculturation du groupe d'enseignants, du groupe d'apprenants, d'un processus d'élaboration de modélisation dans un but de mutualisation pour d'autres équipes. Alors ça ne s'est pas fait rapidement. Si nous avons pu vous présenter ce machine-là, si nous avons pu assister nos collègues des Antilles-Guyane pour ces raisons d'aléas de pollution chimique,
C'est parce que nous avons analysé les processus. Et ce sont des processus pédagogiques. Il ne faut pas retenir uniquement la présence d'un monde virtuel, mais bien retenir que derrière, il y a une construction qui s'inscrit dans un processus d'action-recherche et qui nous permet à ce jour, et cela évoluera, de vous présenter ce travail de recherche qui consiste à construire une équipe qui vous a été présentée et de proposer des scénarios qui s'articulent sur quelques éléments fondamentaux, à savoir l'intention pédagogique des équipes, que veut-on faire avec ce dispositif, le contexte, ici nous vous proposons un contexte de type universitaire, mais on peut le développer dans d'autres contextes qui peuvent être l'enseignement primaire, à partir de la maternelle, ça peut être le lycée, puis ça peut être au-delà de la formation initiale, des dispositifs de formation continue, des corps constitués de spécialistes. Voilà cet aspect contextuel, mais ce sont aussi les acteurs, nous l'avons dit, les enseignants, les apprenants, les experts, qui auront une mission de tutorat, élément fondamental de ce dispositif. Les outils, il est aussi central. On a fait le choix de Second Life, mais nous voulons retenir plus que Second Life l'aspect immersif, l'aspect 3D. À ce stade, nous sommes capables de donner des définitions de ces processus. Et enfin, les ressources. Nous sommes en capacité de mettre à disposition des observateurs, des équipes qui voudraient les déployer, un ensemble de captations vidéo qui sont mises en ligne sur YouTube, qui peuvent servir d'éléments de recherche. Et puis, tout ce dispositif de recherche et d'analyse repose sur des champs disciplinaires complémentaires, la philosophie, la sociologie, les sciences de l'éducation, la technologie. Là encore, nous sommes en capacité d'agencer toutes ces disciplines pour pouvoir vous proposer ces modèles. C'était une situation d'étape, c'était le fruit d'un travail d'une année avec les étudiants de l'école de droit, mais nous entendons bien continuer cette démarche l'année prochaine, et puis nous allons finir mon propos, publier un billet qui fera le résumé de cette expérience, et nous vous parlerons de tous les enjeux que je viens d'évoquer. Merci Jean-Paul. Alors pour la construction pédagogique, eh bien, qui ouvre le champ à une construction à caractère plus institutionnel et dont l'initiatrice est Samuel Dutronc-Henry, professeur, donc, je le disais, à l'Université du Québec, à l'UQAT, et cette construction à portée et à envergure institutionnelle, c'est l'Université Nuage. Alors en effet, l'Université Nuage, si on parle de cette expérimentation qui s'est tenue, finalement, nous réfère à une forme de e-learning sur simulateur, fait écho à toutes sortes d'autres expériences qui se sont tenues, je dirais, depuis 5 à 10 ans. Je suis un petit peu le phénomène du serious gaming, c'est mon domaine de spécialisation. Aussi bien des expériences que j'ai pu réaliser dans le domaine de la cyberthérapie, en aidant notamment des personnes atteintes de troubles de mutisme, en fait, à se développer et à parler d'eux-mêmes à travers leur avatar sur les Sims, mais aussi avec des simulateurs dans le domaine de la sécurité, avec les policiers, notamment à Montréal avec le SPVM, par la suite aussi un simulateur en sécurité routière, etc. Et au fur et à mesure que différents professeurs et chercheurs m'approchaient pour développer toutes sortes de serious games, la question qui émanait partout c'était est-ce qu'il y a une mutualisation de tous ces efforts? Est-ce que quelqu'un considère quelqu'un d'autre par rapport à ces différents simulateurs? Et finalement, ce qui est ressorti de tout ça, c'était beaucoup d'expériences un petit peu isolées, portées par des professeurs au sein de facultés avec plus ou moins de moyens, de soutien, etc. Mais ce qui est évident, c'est que je regarde ce phénomène qui a débuté aux alentours des années 2000, maintenant 2013, ce sont plus des cas isolés, mais il est temps, à mon avis, d'utiliser à bon escient ces plateformes comme Second Life, on l'a aussi vu avec Proton Media, etc., de façon à utiliser ces moteurs pour concerter, en fait, et réunir les différents camps disciplinaires de facultés, d'universités à travers le monde, pour réunir l'offre de cours justement sur les réseaux. Concrètement, cette forme-là, c'est ce que je propose, c'est un campus virtuel, une université nuage, une version un petit peu poétique, si vous voulez, d'un
d'un campus qui se placerait dans un domaine un peu immatériel sur les serveurs, mais qui permettrait aussi bien de facultés comme Harvard, Stanford, Lyon 3, la Sorbonne, UCAT, en tout cas les universités du Québec et plus largement les réseaux des grandes universités dans les différents champs disciplinaires, d'offrir des formations de qualité à des étudiants un petit peu partout à travers le monde qui souhaiteraient se connecter en ligne. Et non pas juste pour vivre une expérience de e-learning, mais vraiment pour vivre une interaction en classe avec des affects mobilisés, comme le permettent justement tous ces simulateurs. Donc c'est une question un petit peu complexe, je vais pouvoir élaborer davantage cet après-midi, mais qui, si on peut le résumer simplement, réfère à un campus virtuel qui nous donnerait l'occasion à toutes les facultés qui désirent justement se réunir et mutualiser le corps professoral, donc réunir les expertises professionnelles, réunir les connaissances pédagogiques à travers un outil qui, à mon sens, est de plus en plus performant au niveau technologique. On est capable de supporter énormément de données maintenant, d'offrir une interaction, une immersion en temps réel absolument fabuleuse. Beaucoup d'expériences se tiennent un petit peu partout, il s'agit vraiment de les concerter. Je pense qu'il est grand temps justement qu'on offre une alternative à nos problèmes d'infrastructure, à nos problèmes de coûts dans les universités. Et j'aurai l'occasion d'élaborer cet après-midi, mais lorsqu'on aborde la question notamment économique de ce que nous permettrait de faire une université nuage, c'est-à-dire une réduction drastique du coût par moitié et même de façon dégressive, de façon exponentielle, plus on a d'apprenants, plus on diminue les coûts. Je vais donner une image chiffrée pour que ça frappe bien. Pour 100 000 apprenants, à travers un système d'enseignement présentiel, la facture s'élève à 4 444 000 euros, transférée des Canadiens aux euros, pour la même quantité d'apprenants, pour 100 000 apprenants, par un principe d'université nuage en virtuel à distance, synchrone, etc. La facture s'élèvera à 36 700 euros. 36 700 euros, c'est un coût fixe, c'est-à-dire que maintenant on monte à 100 000, 200 000, 400 000, 1 million d'étudiants, d'apprenants. Ce sera toujours la même somme. Alors dès lors qu'on commence à aborder des questions de coût comme ça, je pense que ça soulève toutes sortes de questionnements et il me semble un intérêt qui me semble nécessaire vis-à-vis de l'avenir. On est face à une éducation en marche, il s'agit de prendre le train, peut-être le modéliser avant qu'on rentre dedans et puis qu'on subisse. Quoi qu'il en soit, ce sont vraiment des initiatives qui sont soit portées par des professeurs, mais maintenant je détourne un peu l'attention pour questionner les directions, les recteurs, etc. À savoir, est-ce qu'on peut faire un appel aux différentes universités? Le campus, on a le cas ici de l'UTES, existe. Il est possible aussi d'élaborer dans des logiciels propriétaires qui nous donnent beaucoup plus de liberté au niveau des coûts, au niveau de l'open source. On peut modéliser les environnements qu'on veut sans limite ni d'espace, ni de moyens. Alors dès lors que la question circule entre les différentes universités, on veut réduire nos coûts, on veut élargir notre clientèle, on veut désenclaver les étudiants en région éloignée, ça c'est un questionnement très fort au Québec. Vous avez dû entendre aussi parler de notre fameuse crise étudiante et de nos mouvements carrés rouges. La solution que je prône avec le campus l'Université Nuage, c'est une solution tout à fait logique, économique, rationnelle, par rapport justement à ces problèmes d'infrastructure et de coûts, et de factures qui revient aux étudiants, alors qu'il y a moyen d'alléger énormément en tout cas la facture pour les étudiants, mais aussi pour les universités. Alors je vous invite à découvrir un petit peu plus de détails cet après-midi, aussi bien du côté des coûts, mais aussi des différentes formes que ça peut prendre, les universités partenaires. Et la parenthèse que je finis, achève un petit peu mon discours, c'est que pour le moment, ce qui est très mis de l'avant, ce sont les MOOCs, les Massive Open Online Courses qui sont donnés par Harvard, par Stanford, par l'Université de New York, etc. Donc les MOOCs sont actuellement une forme très marketing, très show business, une forme de vulgarisation du e-learning, donc un enseignement très classique. Maintenant on a 40-50 ans, peut-être 40 ans bien établis de tradition du e-learning, avec des outils audiovisuels classiques. Donc ce sont des cours qui se donnent à jusqu'à 40 000 étudiants, mais avec finalement un support audiovisuel relativement simple et basique, sans l'approche par simulateur que nous présentons avec l'Université Nuage. Donc je pense que ces universités-là sont en train de tourner autour du concept, elles sentent bien qu'on est dans un avènement vraiment du virtuel où on va pouvoir aménager des infrastructures. Ils n'ont pas encore, à mon avis, bien saisi l'importance et les enjeux des simulateurs, mais sous peu, il va y avoir une convergence de ces réflexions, de ces besoins, de ces moyens. Et on en est là aujourd'hui avec cet appel aux différentes institutions partenaires pour établir tout ça à travers le monde. Merci beaucoup. Donc à l'instant, tu as soulevé des questionnements.
propose de vous laisser la parole si vous avez en effet des questionnements sur ces projets, ces réalisations. Elle va peut-être pas être complètement claire, et puis sans doute vous allez donner des informations cet après-midi qui vont me permettre de l'éclaircir, mais ça m'a fait venir cette idée ce concept d'université nuage aujourd'hui. Et en fait, dans les quelques mots que vous venez de dire, j'entends plutôt un campus virtuel. Et donc la première partie de ma question, c'était cette référence au cloud d'un stockage de données auquel on peut avoir accès de n'importe où. Quel est le rapport que vous faites entre ce campus qui finalement, vous l'avez décrit comme un campus où plusieurs universités se réunissent pour offrir des cours, et ce cloud qui est plutôt un lieu de stockage? Est-ce qu'il y a un lien entre ce concept plutôt commercial du cloud d'Apple et cette université d'image? C'était une question. Et puis l'autre, c'est plutôt, moi je suis directrice des études d'une école d'architecture, et bien sûr qu'on a tous des contraintes financières, mais ça ne peut pas être l'ambition. L'ambition d'une université nuage ne peut pas être seulement de réduire des coûts. Donc, quelle est l'ambition de cette université? Parce que cette réduction massive, elle fait tout de suite peur. On se dit, mais pourquoi, si on a déjà ces moyens, pourquoi pas les mettre en œuvre pour faire beaucoup mieux, pour augmenter l'ambition de la qualité des enseignements? C'est une question très pertinente, et puis la réponse, elle est simple, c'est la synergie. Ce que nous proposons là, c'est non pas de faire une addition, une fac plus une fac plus une fac, et tout le monde à côté en train de mener compétition sur les meilleurs programmes ou le plus gros taux de participation étudiante. C'est bien de mutualiser les ressources professorales, mais ça veut dire associer les cerveaux, les compétences, les expertises. Ce que je pense qui doit naître nécessairement des quelques expériences que j'ai menées, pendant 6 ans, j'ai eu l'occasion de diriger un projet de recherche à travers 4 continents, une cinquantaine d'étudiants, 10 professeurs, 10 universités, de la Chine au Burkina Faso, passant par le Brésil et le Canada. Ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'il y a eu un enrichissement culturel incroyable. Les étudiants avaient à gérer des décalages horaires, certes, parce qu'il fallait se retrouver en ligne, mais aussi le fait qu'il y avait des perceptions. On l'avait fait sur un thème qui était un bestiaire, donc des données culturelles diverses sur les mythologies de chaque pays. C'était d'avoir pour chaque étudiant à négocier la notion de travail, d'effort ou de temps imparti en vue d'un métier. L'implication étudiante, qu'est-ce que ça signifiait pour un Brésilien par rapport à un Canadien, par rapport à un Français? Et il y a des étudiants qui étaient destinés vraiment, j'ai envie de dire, qui avaient un profil en soi de recherche, qu'on pouvait définir très rapidement, même à distance. La notion d'affect aussi était mobilisée beaucoup plus fortement grâce aux simulateurs, ce qui n'était pas le cas en fait dans les formules de e-learning, et ce qui est parfois un peu inhibé dans les classes. Ce que je constate souvent, c'est qu'en présence, les étudiants sont très gênés d'intervenir, et en plus une culture est très forte en France. Au Québec, on tutoie, et puis on va interpeller le professeur, et puis finalement même on se texte. C'est une culture très différente ici, mais cette inhibition qui est présente souvent dans les classes est complètement désavouée. En fait, elle est largement sublimée par le moteur et par le fait que toutes sortes d'étudiants sont comme dans un bateau commun. On va dire vraiment, ils ont pris un train nouveau. Dans un univers comme Second Life, il est tout à fait possible de murmurer à la classe de son voisin, de se lever, d'intervenir, bref, de mobiliser en effet des relations sociales qui sont plus difficiles en présence. Donc, je remarque qu'il y a une sublimation au niveau justement de l'engagement, de l'implication, puis la notion de socialisation d'autres étudiants à travers le monde. C'est ce qu'on voudrait offrir avec l'Université Nuage, et des étudiants du Québec, de Paris, en tout cas de Sydney, etc., sur un même cours puissent se retrouver ponctuellement sur des cours, mais aussi que les professeurs, justement, dans l'expérience de team teaching, si on rassemble différents cerveaux sur un même cours, puissent eux aussi mettre à l'épreuve leurs différentes approches pédagogiques. Je n'enseigne pas du tout, comme certains de mes collègues en France, etc., la notion du game design. Donc ça, ce sont des enrichissements qui sont faits par la mutualisation des ressources, des profs et des étudiants. Alors, pour compléter juste quelque chose d'actualité, j'allais dire l'ambition de l'Université Nuage,
c'est d'être fun. Alors, je dis d'être fun, c'est pas sans raison, mais c'est de répondre fun, France, université numérique, c'est le plan actuel du ministère. Et certains me comprendront facilement ici, il y a une dépêche d'AEF ce matin, une interview de François Germinet de la CPU, et il dit le plan France université numérique doit permettre de se positionner face aux MOOC anglo-saxons. Je pense qu'avec ce qu'on a dit tout à l'heure, on voit bien comment on peut situer l'idée d'université nuage dans les réflexions qui se mènent aujourd'hui sur les questions du numérique en matière de formation. J'ai un dernier point, je vais ajouter pour clore mon intervention. Denis Martel, qui est recteur de l'Université de Québec, mon collègue, dit souvent nous les professeurs, on a des habilités à savoir-faire, à savoir-être aussi dans une certaine forme de vulgarisation pour diffuser le savoir, mais on a un énorme problème, et c'est vrai dans la plupart des institutions, c'est savoir-faire savoir. On dit faire connaître nos travaux, faire connaître les expérimentations, collaborer à travers par-delà les barrières de langue et de culture. Et je pense que vraiment l'objectif de l'Université Nuage vise justement à atteindre une sorte de supranationalité du savoir finalement. Alors c'est vraiment l'objectif que, à titre personnel, je me fixe, qui est une synergie par rapport à toutes ces maisons un peu hermétiques qu'on connaît actuellement. Bien, écoutez, je vous remercie.